Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière table ronde de la saison sur le thème « Optimiser la logistique des produits de grande consommation ». Nous sommes ensemble jusqu'à 12h15. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant et nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre à l'issue des débats. Pour commencer, je vais demander à ces intervenants précisément de bien vouloir se présenter, commençant peut-être par Yann. S'il veut bien, Yann Arganès. Voilà, je représente la société Système Logistique, qui est un gros faiseur de l'intralogistique au niveau européen. Et nous développons notamment des solutions pour les gens de la grande consommation, de l'industrie et de l'agroalimentaire. Système Logistique fait partie du groupe Krones, qui fait à peu près 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui est présent à peu près partout dans le monde et qui sait suivre ses clients sur toutes les plaques continentales en offrant des solutions complètes, soit de l'AGV, des gros équipements type transstocker jusqu'à du convoyeur et des systèmes plus petits. Le but, quand même, quelque part, c'est d'offrir des solutions répondant à des besoins clients. Merci, Benjamin. Bonjour. Philippe, merci en tout cas de l'invitation. Donc moi, Benjamin Le Tarouilly, directeur général et associé du cabinet Delta Plus Consulting, cabinet de conseil donc en supply chain et en logistique. On accompagne nos clients de tout secteur d'activité, du schéma directeur, définition des besoins, jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle sur des sujets aussi bien digitalisation, mécanisation ou transport. Parfait, merci Benoît. Benoît Cudel, bonjour. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Donc moi je suis partenaire Simco Consulting en charge des activités sur la France. Donc comme Benjamin, on fait du conseil en logistique et supply chain. On accompagne nos clients de l'étude de faisabilité jusqu'à la mise en œuvre. On fait également de la formation, puisqu'on est certifié Calliope. Vous avez même été récompensé. On a été récompensé par un award de l'Agora Supply Chain, merci beaucoup de me le rappeler. Et on fait également de la simulation de flux qui sert de preuve de concept et de garantie d'investissement pour nos clients quand il s'agit de systèmes mécanisés un peu complexes. Très bien, merci. Isabelle, merci d'être là. Bonjour Jean-Philippe. Pour représenter la gente féminine. Oui, tout à fait. Donc, je suis Isabelle Dubois, directrice générale de la société Element Logic France. Element Logic, c'est un groupe norvégien qui est l'intégrateur historique d'un système de stockage et de préparation de commandes qui s'appelle AutoStore. Dont on parle beaucoup ici. Dont on parle beaucoup et que tout le monde connaît. C'est un groupe qui a maintenant presque 1000 salariés, qui fait 550 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et notre domaine d'expertise, c'est la technologie AutoStore, puisqu'on ne travaille que cette technologie, avec une proposition clé en main et globale, avec des équipements qui peuvent venir autour de l'AutoStore. Très bien, merci. Arnaud, bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Je suis Arnaud Fessard, je suis directeur commercial associé de Barcodis. Barcodis est un leader dans les outils de traçabilité. Nous sécurisons les données de nos clients pour après les transcrire dans des systèmes d'étiquetage, des systèmes de traçabilité, de lecture, de protection des données, de vidéo tracking. Et nous avons une société de 150 personnes qui facture à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans le monde de l'agroalimentaire, de l'industrie, du transport et de la logistique. Très bien. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Thierry, bonjour Thierry. Thierry Milaneto, donc je représente la société Cardex en tant que sales manager. Cardex, une société spécialisée dans l'intralogistique pour une offre globale et sur mesure à travers différentes technologies. Nous sommes présents à l'échelle mondiale et on est intégrateur notamment de la partie AutoStore, plus des produits propres à Cardex qui sont les stockers verticaux qu'on connaît tous et bien sûr la partie mini-load et convoyant pour la partie détail et palette. Très heureux pour cette première table ronde. Eh bien, bienvenue Thierry. Alors pour démarrer, donc la thématique étant l'optimisation de la logistique des produits de grande consommation, j'aimerais bien qu'on commence par une définition de ce qu'est le produit de grande consommation. Peut-être pour y répondre un consultant, Benjamin par exemple, au hasard. Je pense que la définition se suffit à elle-même. Il s'agit d'une catégorie de produits soumis à de fortes demandes de la part des clients. Oui. Qui dit forte demande dit forcément fort volume au côté logistique ou côté usine de production, à anticiper, à prévoir. Et puis derrière aussi, qui dit forte demande, dit aussi de fortes variations de saisonnalité ou qui peuvent être soumis à de forts impacts dès qu'il y a le moindre contrainte ou le moindre, on va dire, variation dans le contexte économique. Voilà. Benoît, donc, comment on pourrait le caractériser, ce produit de grande consommation, justement ?
Alors, produit plutôt de faible valeur, sur lequel on a un client qui fait des achats routiniers, voilà, sans forcément se poser de questions, donc achat récurrent, donc attention aux ruptures, hein, puisque c'est toujours compliqué, et peut-être selon les catégories, avec des notions de DLC, voire même des fois des dates très courtes, donc qui ramènent une complexité supplémentaire au niveau de la supply chain. Alors, donc, c'est un produit qui obéit à des contraintes spécifiques, hein, vous venez de le rappeler. On va peut-être, pour essayer de bien cerner cette question, décliner justement ces spécificités, essayer de les creuser. Donc, on a parlé de rapidité de traitement de la commande. Alors, comment on fait aujourd'hui pour faire en sorte que la commande soit traitée le plus rapidement possible? Est-ce que c'est véritablement un enjeu? Et est-ce que l'automatisation, par exemple, répond à cet enjeu? Qui souhaite répondre? Diane, peut-être? Effectivement, de toute façon, avec l'augmentation des réseaux de distribution, donc déjà, on arrive à effectivement la définition. Un produit de grande consommation, c'est que tout le monde consomme. Oui. Donc, on est 60 millions d'habitants en France, voire plus. Donc ces produits-là sont achetés par n'importe qui, donc à n'importe quelle typologie d'endroit, que ce soit en centre-ville, au plein milieu d'un village, ou perdu au milieu de la montagne. Voilà. Donc ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, il faut pouvoir atteindre le client. Donc comme la logistique, c'est une problématique de transport essentiellement, puisque la logistique, ça consiste d'aller à un point A à un point B, donc jusqu'au client, et de mettre à disposition les produits. Ça veut dire qu'on a une multiplication des points de stockage pour pouvoir atteindre le client le plus facilement possible. Évidemment avec un environnement qui est hautement concurrentiel, puisque on a quand même la France est le champion de la grande distribution, entre guillemets, avec des grands groupes de niveau internationaux qui se battent les uns contre les autres. Et donc forcément, on a un réseau logistique qui est de plus en plus complexe. Ça va de la plateforme régionale à la plateforme de proximité, voire comme lieu de stockage, le magasin lui-même qui devient un vrai centre logistique en tant que tel. Donc avec à la fois de l'omnicanal, livraison à domicile, livraison point relais, et ainsi de suite. Donc il y a une multiplication de plus en plus importante. Et pour cela, pour que ça coûte le moins cher possible, il faut que le transit entre guillemets, le point central, le point de départ de la marchandise jusqu'au point final, se fasse le plus rapidement possible, en minimisant les immobilisations de stock dans les stocks intermédiaires. Mais est-ce que cet enjeu de rapidité reste vraiment prégnant? On parle de plus en plus de détendre les flux. Est-ce que cette notion de rapidité est encore aujourd'hui un des enjeux principaux des produits de grande consommation? Thierry, peut-être? Alors, au-delà de la rapidité, il y a aussi en fait les offres promotionnelles, donc une certaine flexibilité en fait à avoir. Et donc, il est important de se doter d'une solution, une organisation logistique performante, robuste et efficace, qui va notamment, j'ai envie de dire, du départ, c'est quoi? C'est les achats. On parle de plus supply chain, si on veut représenter la totalité en fait du flux, jusqu'à bien sûr la livraison, comme je le disais. Il est essentiel, je pense, de franchir le pas de la mécanisation, de l'automatisation, justement pour faire face en fait à ces variations, fluctuations importantes. Puisque cette mécanisation et automatisation permettra justement de prendre en charge et d'assurer en fait tout ce qu'on attend d'un outil logistique, flexibilité et puis cadence et productivité, ainsi que bonne visibilité, puisque à travers ces outils modernes de l'automatisation, on peut y intégrer également des couches IA sur les différents systèmes N1, N2, N3. Oui, Isabelle, c'était la tendance de ces dernières années. Longtemps, la logistique a été traitée manuellement. Et puis, on est passé à l'automatisation. Enfin, aujourd'hui, toutes les grandes chaînes de produits de grande consommation, tous les grands retailers sont passés aujourd'hui à l'automatisation, on peut dire. J'ai un exemple très concret. Un client qui s'appelle La Fourche, qui est l'un des leaders du produit bio en ligne, chez qui nous avons installé donc un système AutoStore. C'est quelqu'un qui était contraint par sa surface de stockage. On avait du stockage en allée très très classique avec des opérateurs qui faisaient des kilomètres et des kilomètres jusqu'à ce qu'on installe un AutoStore qui a réduit la surface de stockage de 75%, dans lequel le client a réussi à intégrer 80% de ses produits et qui a multiplié sa productivité par 3. Donc on est sur des résultats qui sont évidemment très intéressants et très importants pour tout un chacun des producteurs.
avec aussi une nécessité, hein, souvent, c'est de pouvoir faire évoluer le système. Exactement. On est en phase justement de faire évoluer ce système avec la société La Fourche. On va rajouter des ports et des robots. L'avantage du système AutoSort, c'est justement cette flexibilité et scalabilité, le fait de pouvoir agrandir le système de façon très simple et très rapide, sans arrêter les opérations de la première partie. Et donc, la société La Fourche va acquérir une extension donc, dans les prochaines semaines, mois, et va multiplier sa productivité par 4 encore. Benoît, cette tendance à l'automatisation se poursuit aujourd'hui, ou alors on constate un ralentissement? Qu'est-ce que vous observez, vous, sur le terrain? On a un contexte géopolitique qui n'incite pas à investir aujourd'hui les yeux fermés, mais des clients qui s'intéressent quand même à l'automatisation et qui préparent le terrain. Voilà, avec, en prenant en compte, j'allais dire, l'intégralité des contraintes, c'est-à-dire bien maîtriser les flux, bien maîtriser les stocks, les besoins, et bien maîtriser aussi les contraintes destinataires, parce qu'on parlait de grande distribution, et c'est des gens qui sont quand même pleins d'imagination, et aujourd'hui, on a des contraintes pour un même producteur de passer d'un type de palettisation à un autre, la palettisation en cheminée, à la couche, en escargot, se contraindre aussi parce que les clients en face, eux aussi, automatisent et donc imposent à leurs fournisseurs une structuration de la préparation des commandes. Donc voilà, tout ça fait qu'effectivement, on va vers l'automatisation et même de la robotisation. C'est-à-dire qu'au-delà de l'automatisation, d'amener de la marchandise, et là où on avait quand même encore, et on a encore aujourd'hui essentiellement les préparations manuelles, on va alors automatiser la palettisation, ça c'est quelque chose qui est déjà, robotiser la palettisation, c'est déjà quelque chose qui est relativement courant, pas forcément développé, mais ça fonctionne bien. Et aujourd'hui, on va jusqu'à aujourd'hui, tous les fournisseurs du marché, essentiellement, proposent des robots de picking, justement pour faciliter, pour accélérer encore la cadence, puisque aujourd'hui, on prépare et en face, on a un être humain qui, à un moment donné, il y a certaines limites en termes de cadence et de capacité de ce qu'on peut lui demander. Et donc, on va aussi s'inspirer du 5.0, logistique 5.0, industrie 5.0, c'est le 4.0, plus l'aspect RSE, respect, donc réintroduction de l'humain dans le sujet. Benjamin, il y a automatisation et automatisation. Je pense qu'à une certaine époque, on a automatisé certains entrepôts avec des systèmes très, très complets, qui laissaient peu de place finalement aux opérations manuelles. On est un petit peu revenu avec ça. J'ai l'impression qu'on est plus sur des systèmes justement un peu plus évolutifs, capables justement de s'adapter davantage peut-être comment j'allais dire, aux fluctuations de la consommation et peut-être aussi à l'évolution des entreprises. Je pense que c'est une bonne synthèse de ce que disaient Yann, Isabelle et mes autres confrères. C'est que dans l'automatisation, il y a encore 10-15 ans, c'était surtout la palette, le convoyeur, le colis, donc la grande distribution ou les distributeurs. On était sur du fort volume. Et après, le détail, la technologie n'étant pas encore industrialisée, c'était soit du shuttle qui était très cher, très lourd et peu agile, soit on restait en manuel ou alors on allait chercher du système à gare. L'évolution des technologies, la standardisation des technologies comme l'AutoStore, l'Exotech et puis d'autres qui arrivent aussi toujours plus, ont permis justement d'aller automatiser le dernier entrepôt, le dernier maillage de la chaîne de valeur. Au début, on parlait des grands centres de distribution plutôt européens, nationaux ou internationaux. Aujourd'hui, on est capable d'aller, l'exemple de La Fourche est un exemple parfait, à la petite surface, le dernier relais avant le client final, on est capable de lui proposer cette automatisation pour optimiser ses flux, ses volumes, garantir une traçabilité, une qualité de préparation de commande derrière, et puis mettre de la technologie, qu'elle soit physique ou digitale, comme tu disais, Benoît, derrière. Donc tout ça, ça permet d'avoir une maîtrise complète de la chaîne de valeur, de la sortie de l'usine jusqu'au client final. D'autant plus qu'avant, il y avait les points de vente, mais maintenant, avec le e-commerce aussi, ça modifie un petit peu la manière de traiter les flux. Il faut être de plus en plus réactif, de plus en plus souple aussi, pour pouvoir répondre à des changements
des effets de saisonnalité, par exemple, à des événements, à des effets de météo-sensibilité, par exemple. Yann, est-ce que le terme flexibilité, aujourd'hui, c'est le terme qui, finalement, répond le mieux à ces problématiques? Alors, pour revenir un petit peu sur les propos de Benjamin, tout dépend, en tout cas, de typologie de clients, en tout cas des gens de la PGC. C'est-à-dire que Édouard Leclerc continue toujours à investir massivement sur ces grosses plateformes, entre guillemets, puisqu'il en tire un retour sur investissement. Un retour sur investissement sur la partie transport, un retour sur investissement sur la partie personnel déployé au sein du magasin, et surtout, actuellement, ces grands distributeurs ont toujours une augmentation du nombre de référentiels. C'est-à-dire qu'actuellement, même en hyper, sur les 6 derniers mois, il y a une augmentation de 1 ou 2% des références qui sont déployées, avec une adaptation permanente, c'est-à-dire la réapparition massive, notamment de produits type MDD, ce genre de choses. Donc, à nouveau, il faut faire extrêmement attention, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'une technologie qui remplace l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une technologie qui vient en complément de l'autre, avec une typologie d'acteurs qui sont apparus, qui sont le e-commerce, qui s'adresse directement sur la commande finale et qui est plutôt sur l'unité. Le reste continue. Après, la flexibilité, l'outil, il ne faut jamais oublier que, pour des outils flexibles, on est évidemment sur quelque chose où on est sur une approche intellectuelle, un retour sur investissement relativement rapide. Ouais. Donc, ça va de pair avec le métier du e-commerce aussi, parce que c'est une nouvelle société, donc les capacités financières ne sont pas forcément équivalentes. En contrepartie de quoi, si vous préférez, quand on regarde l'intégralité du scope supply chain, et c'est le cas des très gros acteurs, c'est-à-dire qui maîtrisent quelque part leurs fournisseurs jusqu'à la distribution finale, quand ils regardent l'intégralité de la chaîne, les investissements peuvent sembler extrêmement lourds, et effectivement, à l'intérieur de la boîte, peuvent paraître importants. En contrepartie, sur l'intégralité de la chaîne, ça leur permet d'avoir un vrai retour sur investissement assez court, et ils font en sorte, entre guillemets, quelque part d'avoir une planification de leurs outils ou une flexibilité de leurs outils qui leur permettent justement de pouvoir les adapter. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des phénomènes d'effet de bord. C'est-à-dire que sur les gros systèmes, la flexibilité, c'est parce que vous avez une vision sur 2 ans, 3 ans de la flexibilité en question. Quand vous parlez de flexibilité, Jean-Philippe, c'est la flexibilité pour des acteurs qui sont plus petits, qui sont eux-mêmes en croissance, et qui effectivement, à chaque instant, tous les mois, vont avoir un rajout d'activité et qui les oblige à s'orienter vers des technologies qui sont fondamentalement flexibles, mais en pur taylorisme, entre guillemets, qui ne sont pas les plus productives. Voilà. Merci. On va quitter un petit peu le monde de l'automatisation. Je voudrais qu'on parle aussi d'un autre sujet qui est celui de la traçabilité. Les produits de grande consommation sont des produits qu'il faut suivre souvent à la trace, parce qu'il y a beaucoup de produits alimentaires qui sont... qui peuvent des fois poser problème. Arnaud, justement, où on en est aujourd'hui dans la traçabilité des produits de grande consommation? Est-ce que c'est quelque chose maintenant un sujet qui est résolu, je dirais, dans la majorité des cas, où il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine? Alors, il n'y a pas de grosses évolutions à part les systèmes de marquage qui évoluent. Et d'ailleurs, c'est le cas. Aujourd'hui, une bonne traçabilité, ça démarre depuis le producteur jusqu'au consommateur. Donc, on le voit bien. GS1, d'ailleurs, participe à toutes ces évolutions dans les marquages des produits. Aujourd'hui, on voit qu'un bon marquage des produits permet de pouvoir tracer donc toutes ces unités logistiques et ces produits. Ça permet une meilleure rotation des produits en logistique, mais ça permet aussi de venir éventuellement rappeler des produits en cas de problème. Et on l'a vu avec des problèmes sur des rappels de l'eau ou des choses comme ça. Donc il y a des évolutions à prévoir dans le futur, avec notamment le GS1 Datalink, qui va permettre de pouvoir identifier ces produits et faire éventuellement des rappels de l'eau dans le futur. Donc aujourd'hui, on doit faire évoluer tous ces systèmes de marquage. Donc ça va depuis le producteur jusqu'à la logistique, jusqu'au produit qu'on va retrouver dans les rayons des supermarchés. À une certaine époque, on a beaucoup parlé de la RFID. La RFID, on devait en voir partout. Ça en est où aujourd'hui?
À en croire certains articles, à une certaine époque, on pensait que les caissières des grandes surfaces allaient disparaître parce qu'elles allaient être remplacées par la RFID. Or, les caissières sont toujours là. C'est une question très intéressante. Ouais. J'étais encore avec des interlocuteurs qui vendent des produits à forte valeur ajoutée dernièrement, chez qui ça s'intègre très bien parce que ça reste des solutions quand même relativement coûteuses. Maintenant, nous, de notre point de vue, mettre ça sur des produits qui représentent encore quelques centimes, ça reste quand même même si les étiquettes, les tags RFID ont tendance à baisser, ça reste des technologies qui restent assez coûteuses. Et de là à retrouver ça sur tous les produits des supermarchés, je pense qu'il y a encore peut-être une marge. Néanmoins, sur certains produits à forte valeur ajoutée, oui, effectivement, ça a vraiment sa place. On le voit aujourd'hui, aussi pour des produits de grande consommation avec des fortes rotations, où il n'y a pas de problème technique, donc de barrières qui permettent de lire ces codes de façon efficace à 99 voire 100%. Oui, ça peut être efficace aussi. Juste, si je peux compléter sur Bien la partie sûr, RFID, oui. elle est développée sur la partie intralogistique. Alors ça ne va pas jusqu'au client final, Oui. mais avec une association contenu-contenant. C'est-à-dire qu'on a des bacs, des palettes qui tournent en permanence et qui restent dans un circuit fermé et interne auquel on vient ajouter et associer les produits. Et ça facilite quand même la traçabilité en interne au niveau de l'intralogistique. Oui, bon. C'est aussi le cas de certaines enseignes qui sont spécialisées dans le textile, hein, qui peuvent taguer à la source les produits. Et puis, Et là, typiquement, il n'y a pas de problème technique, donc la lecture est parfaite. Pas de métal. C'est une question de points financiers, Decathlon, Zara. Mais ça reste Decathlon, Zara, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus une généralisation de cette techno. C'est le poids sur le fournisseur Ouais. qui fait le volume d'achat sur le Il fournisseur. vient de le faire aussi, il n'y a pas très longtemps. Oui, mais plus sur la partie antivol, hein, je crois. Alors, pas que, mais Ouais, enfin, je crois que c'était vraiment leur motivation qui avait. c'est intéressant. Ouais. Alors, la grande distribution, les produits de grande consommation, c'est d'abord de l'organisation. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que tous ces grands mouvements qui se sont opérés là, il y a une dizaine d'années, on se rappelle de Caravelle, Intermarché a fait un peu pas la même chose, est-ce que c'est terminé ça? Ou est-ce qu'on va encore assister peut-être à des mouvements en termes de réorganisation de la grande distribution? Carrefour a signé avec Système U. Oui. Il y a peu de temps. À nouveau une retentative sur les plateformes d'achat pour pouvoir massifier leurs achats et notamment avoir des effets de levier sur la partie MDD, ce genre de choses. Donc ces mouvements-là continuent. Après, derrière, il y a des grands groupes comme Auchan qui sont en difficulté. Casino, on sait ce qu'il est devenu, hein, donc avec des partages. Et donc ces mouvements-là ne sont pas encore du tout finis par rapport à ça. Et chacun essaye de trouver le bon équilibre. Et qui dépend totalement des stratégies d'entreprise. C'est-à-dire que Édouard Leclerc est parti sur des grosses plateformes régionalisées, automatisées, avec des tournées du laitier en termes de transport derrière pour pouvoir alimenter leur zone d'achalandise. Carrefour n'est pas encore dans cette stratégie-là, même si elle est déjà en train d'essayer de se réorienter aussi à nouveau. Donc avec un petit peu moins, avec une revente d'une partie de leurs hyper à des particuliers qui deviennent patrons de leurs magasins. Donc il y a quand même une grande mutation actuellement de la grande distribution pour trouver un équilibre par rapport à ça. L'équilibre, c'est l'omnicanalité, hein, à nouveau. Hein, c'est quel est l'équilibre entre le magasin, l'hyper, le super, le proxy et le drive qui est derrière. Et donc actuellement, il y avait certains qui étaient en avance par rapport à ça, justement on parle de Leclerc parce que c'est l'exemple le plus connu par rapport à ça. Après, derrière, il y en a d'autres qui essayent de se réaligner avec des stratégies qui peuvent être différentes. Oui, Benjamin. J'ai envie de dire, les grands mouvements dont vous parlez ont toujours été drivés par le consommateur final, en fonction de où est-ce qu'il souhaitait acheter, où est-ce qu'il souhaitait aller. On parlait de la livraison Internet, des courses. Les drives, l'explosion du drive, tout ça a toujours tiré un peu les grands mouvements de réorganisation au sein de la grande distribution ou des différents magasins. Donc la tendance de demain, elle va être difficile à dire parce que il y a quand même un contexte géopolitique, Benoît en parlait tout à l'heure, qui n'incite pas forcément à l'optimisme, en tout cas dans la consommation en France, en tout cas dans ce pays-là. C'est le vrai enjeu pour moi, pour ces grandes enseignes qui proposent des produits de grande consommation, c'est comment arriver à
à baisser ou à maintenir des coûts cohérents pour le consommateur final, ou en tout cas pour le client, sans exploser ses frais d'exploitation, alors que tout augmente de partout, quoi, la production, les charges, les fluides, enfin... Voilà, donc il y a un vrai enjeu, je pense, plus de maintien de la marge, plus que de volume pour le moment. En tout cas, on est dans une phase plus de maintien du volume et garantir la marge pour survivre. Et comme Yann en parlait tout à l'heure, il y a des entreprises qui ont un peu loupé ce virage et qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté, comparé à d'autres qui se sont structurées tout de suite, mais qui commencent, en tout cas, de mon point de vue, c'est ce que je pressens, commencent aussi à rencontrer des difficultés de cette organisation de non-croissance par rapport à tous les investissements qu'ils ont faits sur 10, 15, 20 ans d'amortissement. Il y a une augmentation des chiffres d'affaires de la grande distribution actuellement qui est essentiellement drivée par l'augmentation du prix. Depuis 4 ou 5 mois, il y a une augmentation sur les 150 produits phares. Enfin, ça fait le fameux panier de la ménagère. Il y a une augmentation de 2% à peu près sur les 4-5 derniers mois sur la partie prix et tarifaire. Ouais. Mais c'est l'instabilité politique qui veut ça aussi. Benoît. Et sous cette pression économique, en fait, est-ce que l'enjeu, c'est pas d'augmenter le flux cross-docking de manière à limiter le stockage et accélérer en fait la mise à disposition des produits au sein des centres de distribution? L'immobilisation a toujours été le... Plus vous multipliez le nombre de centres logistiques pour pouvoir distribuer de façon capillaire, entre guillemets, plus ça devient l'immobilisation et ça a son poids. Donc il y a effectivement une très forte tendance dans l'augmentation du cross-docking. Alors, plutôt que du cross-docking, de la LOTI, ce genre de choses, où on va driver, et ça permet la LOTI notamment, c'est de driver des fournisseurs qui sont beaucoup plus locaux, et de justement, c'est la recherche actuellement, le sacré graal de la grande distribution, c'est de tirer des produits régionaux qui permet d'avoir un phénomène d'appartenance et de capitalisation du client en expérience client, quoi. Benoît. L'équation sur les produits de grande consommation, elle est vraiment sur le produit à faible valeur ajoutée et du coup le ratio des charges, notamment logistique et transport, qui explose par rapport à d'autres produits. Et donc c'est bien la cible et c'est là qu'il faut effectivement servir le client tout en limitant les capacités de stockage et limiter les coûts, les ruptures de charge, aussi bien dans la chaîne transport que dans la chaîne logistique. Donc effectivement, à travers l'allotissement, à travers donc différents éléments qui nous permettent justement de réduire ces coûts-là, qui n'ont pas de valeur ajoutée finalement. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'enjeu qui va suivre. Et d'où on parlait d'automatisation tout à l'heure en préparation, c'est aussi l'automatisation pour densifier du stockage, puisqu'on est sur des produits en général qui sont sur des lots importants, donc qui permettent cette notion de densification. Mais justement, ça c'est fait, j'allais dire. Enfin, c'est pour la grande distribution, cette massification, c'est quelque chose. J'entendais des gens de l'immobilier dire voilà, les grands mouvements qui devaient s'opérer sont faits aujourd'hui. Maintenant, on n'a plus grand-chose à attendre finalement de la grande distribution. Vous pensez, vous, au contraire, que le mouvement va se poursuivre et va continuer justement vers une massification des produits et par voie de conséquence une automatisation des plateformes? J'ai envie de dire, on l'espère. Puisque ça reste notre métier. Je rebondis sur ce que Benoît disait, ce paramètre de rationalisation, où on essaye de travailler pour nos clients de plus en plus, alors sur de la massification, oui d'accord, mais aussi sur de la rationalisation dans les données que l'on va extraire et qui vont nous servir à améliorer des performances, à rationaliser des coûts, justement. Et j'avais en tête tout ce qui est gestion des données, analyse des données, sur lesquelles on travaille de plus en plus, justement, pour donner des solutions. On a chez Element Logic une data platform qui nous permet de proposer à nos clients de l'amélioration, du gain de productivité, de la meilleure gestion des ressources humaines et qui nous permet de faire progresser nos systèmes. Ça va de pair avec les aspects data, pour dire ce que vient de dire Isabelle, c'est que tout le monde cherche à avoir un jumeau numérique, parce que les organisations deviennent de plus en plus complexes. Ce qui est recherché, c'est en tout cas pour les grands groupes, après il y a une versatilité de typologie de clients.
Les grands groupes, c'est d'avoir des jumeaux numériques qui leur permettent de simuler, d'anticiper. De simuler exactement en permanence et de pouvoir justement pousser les stocks là où il y en a besoin. Oui. Et avec comme le dit Benoît, il y a une problématique du stock, c'est de la surface, donc c'est de l'argent, c'est du transport, donc c'est de l'argent et ainsi de suite. Donc le but fondamental, c'est d'être le plus juste à temps possible. Et d'ailleurs, on commence à retrouver, on fait un petit peu de la méthode des chaînons industriels, on recommence à retrouver cette partie-là chez les gens de la grande distribution. Et ça nous permet d'anticiper aussi beaucoup sur de la maintenance prédictive, plutôt que de la maintenance curative notamment. Ça nous permet d'anticiper des arrêts de production et de faire en sorte que nos clients puissent livrer leurs clients en temps et en quantité. Il ne faut pas oublier que dans le phénomène grande distribution, il y a les distributeurs, mais en amont, il y a les producteurs aussi. Oui. Et on cible beaucoup et on travaille beaucoup. Les systèmes d'information permettent aussi d'échanger des données et d'ajuster aussi au mieux cet équilibre entre je produis, je distribue et je livre. Alors pour compléter, il y a un phénomène important qu'on n'a pas évoqué, c'est la problématique du quotidien côté exploitation. En fait, on fait face aujourd'hui à une pénurie de collaborateurs, soit sur de la préparation de commandes, caristes, etc., de l'absentéisme aussi. Et souvent, les clients franchissent le pas de la mécanisation et de la robotisation liée en fait à cette difficulté quotidienne pour éviter d'avoir trop d'effectifs rattachés à leur flux logique et physique. Oui. Donc ça, c'est un enjeu important puisqu'il y a cette difficulté quotidienne d'exploitation. Ça plaide en faveur de l'automatisation, justement. Absolument. Oui. Donc c'est un critère important aujourd'hui chez un logisticien, de par cette contrainte cette difficulté à recruter. Je me permettrais de compléter effectivement la difficulté de la ressource, mais aussi difficulté du foncier, de trouver du foncier disponible ou à construire ou existant, qui tend beaucoup les projets, le développement des activités, et qui contraint ou qui oblige aussi autant, pour moi au même niveau en tout cas que le côté ressources, les organisations à mécaniser. Je reprends l'exemple de La Forge que tu as cité, mais il y aurait beaucoup d'autres clients possibles, en tout cas dans notre projet qu'on peut piloter, même quand on discute entre nous d'ailleurs. Les gens qui restent dans leur entrepôt et grâce à l'évolution de la technologie, grâce à la standardisation, peuvent aujourd'hui rationaliser, multiplier par 2, par 3 le volume stocké. Aujourd'hui, on ne parle plus en référence par mètre carré, on parle en référence par mètre cube. On peut multiplier par 3 leur productivité. Productivité classique au manuel, c'est 50-70 lignes heure suivant votre organisation, si vous avez WMS ou pas. Avec de la méca, on peut passer à x3, x2,5, x3. Mais le vrai enjeu aussi, qui drive, c'est vraiment cette disponibilité foncière, tirer aussi toutes les contraintes actuelles, qu'elles soient écologiques, environnementales, administratives, de coûts aussi, puisqu'on en reparlait. Construire aujourd'hui un entrepôt, ce n'est plus les ratios qu'on avait il y a encore 10 ans. Ça a fortement augmenté. Donc voilà, tout ça pousse aussi à revoir un peu le modèle. On parlait des impacts sur la grande distribution, mais pas que, les retailers, les grands retailers, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire mieux dans de l'existant, en essayant d'être le moins élevé possible en termes de mise de départ. Tout ça plaide en faveur de l'externalisation, du recours à des prestataires logistiques. C'est un mouvement qui se poursuit, ça. Oui, ça reste le cas chez beaucoup de clients, effectivement. On travaille beaucoup avec des sociétés 3PL, 4PL, pour installer des systèmes effectivement dans leurs entrepôts qui leur permettent de gérer du mono ou du multi-client d'ailleurs, puisqu'on arrive à mutualiser en fait dans des systèmes un peu plus larges d'avoir différents clients. Et ce sont nouveau parce que jusqu'à présent, c'est pas des sociétés qui étaient très automatisées parce que justement, elles étaient contraintes par des contrats souvent assez courts. Oui, les contrats restent courts, mais l'investissement global peut être rentabilisé sur des périodes beaucoup plus longues parce qu'on peut justement enchaîner plusieurs clients au fur et à mesure des années sans contrainte. L'évolution de l'automatisation permet d'amener justement de la flexibilité. Et là où il y a 10-15 ans, un 3PL investissait et devait en face avoir un contrat long avec son client, aujourd'hui peut investir de manière plus souple dans l'automatisation avec cette notion de deuxième vie, troisième vie, des systèmes ou une mutualisation. Des systèmes, des quelques études qu'on a pu faire, nous, on mettait plusieurs clients dans un seul et même système. Ça, c'est plutôt l'évolution de la data qui permet de traiter avec un système physique plusieurs commandes, plusieurs données qui viennent de plusieurs WMS ou de RP différents,
qui permet justement cette optimisation et intéresse de plus en plus les prestataires logistiques pour répondre à ces enjeux de volume et de réactivité. C'est une tendance forte du marché qui a quand même un ralentissement, c'est que le métier du 3PL, objectivement, il y a un intérêt de pouvoir mettre de l'automatisation, et notamment pour profiter des phénomènes de mutualisation. En contrepartie de ça, il y a quand même cette notion du 3PL qui est son chiffre d'affaires, c'est le nombre de mètres carrés qui vend et le nombre de people qui vend. Ouais. C'est récent. Donc c'est relativement récent. Ça s'applique dans la recherche pour eux, en tout cas, d'avoir un dénominateur commun, c'est-à-dire qu'il y a une prise de risque, il ne faut pas oublier qu'ils investissent pour leurs clients. Voilà. Et quelle que soit la façon dont le contrat peut être baqué, il peut toujours être cassé. Donc il y a une vraie notion de quel est le dénominateur commun que je veux mettre en termes d'automatisation au sein de ma plateforme. Donc on se retrouve effectivement avec des systèmes versatiles où justement il y a deux oppositions de style. C'est effectivement des outils qui traitent de la pièce unitaire, qui peut rentrer dans un bac, qui peut rentrer dans un carton. Et je sais que je vais mettre que des clients, entre guillemets, qui traitent ce genre de produits. Ce qui n'est pas si évident que ça. Il faut le rappeler. Et de l'autre, une opposition de style qui est je sais que je vais mettre que de la palette, entre guillemets, je mets qu'un outil spécialisé dans la palette dans lequel j'ai une certaine forme de flexibilité sur la palette. Mais les fonctions intermédiaires sont toujours un petit peu difficiles, donc on se retrouve avec deux oppositions de spectre. Soit l'unité, soit la palette, mais généralement pas ça ne plaide pas en réalité pour les 3PL d'aller vers des systèmes relativement complexes et qui vont de l'un à l'autre, entre guillemets. C'est très monotechnologique, c'est très j'achète un appareil ou un outil, au même titre que je peux acheter une filmeuse, un petit peu par rapport à ça. Mais c'est un peu le recherche qu'elle fait. Mais à nouveau, ça dépend des groupes. C'est-à-dire que les groupes qui vont dans les 3PL, parce que 40% du marché est maîtrisé par les 3PL, ça plaide pour des groupes qui ont les reins financiers suffisamment solides pour le faire. La preuve en est, ceux qui automatisent le plus, c'est des échanges comme ID Logistique, XPO, JXO, ce genre de choses. Parce que justement, ils ont une expérience, 2, ils ont pas mal d'hommes, et 3, financièrement, ils peuvent encaisser. Avec un besoin quand même de rassurer les donneurs d'ordre. Nous, on a réalisé il y a 2 ans, à peu près 1 an et demi, 2 ans, une simulation de flux pour valider justement une proposition d'entrepôt totalement automatisé, faite d'un 3PL pour un donneur d'ordre, où il y avait les 2 propositions, manuelles, automatisées, et le donneur d'ordre est venu vers nous en disant regardez la solution automatisée, est-ce que ça fonctionne, est-ce que vous pouvez me rassurer, est-ce que vous pouvez affiner la solution. Et voilà, et c'est un entrepôt qui a démarré là, il y a quelques semaines et qui fonctionne très bien, tout automatisé, à la fois palette et colis. D'où l'intérêt du jumeau numérique qui permet d'émuler. Oui. Là, on n'est pas tout à fait en jumeau numérique, on est vraiment plutôt en phase de schéma directeur et de vérification d'un nombre de navettes, d'AMR, de shuttle, capacité transstocker et autres. Ouais. Alors, c'est l'heure où je me tourne vers la régie pour savoir si nous avons des questions. Et c'est Jérôme qui va nous répondre à cette question. Jérôme, bonjour, est-ce qu'on a des questions ? Bonjour Jean-Philippe et bonjour à tous. Effectivement, nous avons des questions. Une première pour commencer. Quelques années en arrière, certains centres commerciaux se sont alliés pour automatiser Drive et e-commerce localement. Une automatisation pour les hypermarchés, Decathlon, Cultura. Est-ce que cette approche s'est confirmée ? Qui souhaite répondre ? Vous me permettez ? Oui, Benjamin. Oui, on voit de plus en plus d'acteurs de la grande distribution ou d'autres qui souhaitent mécaniser ce dernier maillon de la chaîne de distribution et qui confirme justement les tendances. On parle des drives. Il y a quelques années, on avait piloté un appel d'offres national pour mécaniser des drives pour un grand nom de la grande distribution. Aujourd'hui, de plus en plus d'adhérents regardent, étudient, et grâce aux nouvelles technologies, encore une fois, grâce à l'évolution, cette tendance se confirme vraiment. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, on a des systèmes aujourd'hui qui servent à faire de la préparation de commandes pour des clients business, mais qui ont des extensions pour du client particulier qui va venir chercher lui-même sa commande. On est en train de développer ce genre d'application. Aujourd'hui, il existe des systèmes qui livrent le bac préparé sur la piste du drive où le client n'a plus qu'à prendre le contenu du bac et le mettre dans son coffre. Exactement. Voilà. Avec des workflows associés pour avec des via SMS, exactement. etc. Ouais, tout à fait. Ok, Jérôme ?
Une nouvelle question. Vous avez évoqué l'importance de l'étiquetage conforme dès la production. En quoi vos solutions facilitent-elles la mise en œuvre des normes GS1 ou GS1 dans les usines et notamment les futures codifications GS1 Digital Link? Alors ça, c'est une question pour Arnaud, bien sûr. Ça regroupe un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'importance d'une bonne traçabilité depuis, je dirais, la fourche jusqu'à la fourchette pratiquement. Ouais. Donc c'est-à-dire du producteur lui-même jusqu'au consommateur. Et on a besoin absolument d'avoir un marquage, je dirais, parfait tout au long de cette chaîne. Pourquoi ? Tout simplement pour venir mieux gérer les stocks qui sont chez les logisticiens ou en logistique, puis aussi venir, comme on disait tout à l'heure, venir faire des rappels de ces produits en cas de problème. Et on l'a vu avec certaines crises qu'il y a eu sur des produits non conformes, qu'on a besoin de rappeler, mais aussi pouvoir gérer aussi mieux ces stocks, et notamment dans la grande distribution, savoir où sont ces stocks et quelle rotation on en fait. Qu'est-ce qui est en train de changer dans ce domaine-là? Tout à l'heure, vous parliez de nouvelles codifications GS1. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Alors, le Digital Link, je pense, sur les produits, risque de changer beaucoup de choses. Oui. À savoir qu'aujourd'hui, on va pouvoir avoir le numéro de lot avec le numéro de série du produit, donc une traçabilité pratiquement unique. Donc ça va plutôt être... C'est déjà le cas dans la pharmacie, par exemple? C'est déjà le cas dans la pharmacie, c'est le cas aussi dans le tabac, si je ne m'abuse. Demain, ça va être utile aussi bien côté, je dirais, distributeur, mais aussi côté client, puisque le client va pouvoir aussi avoir une expérience sur le produit. Avec son smartphone, il va venir lire ce code et il va pouvoir avoir une information sur la constitution du produit, où est-ce qu'il a été fabriqué. Aujourd'hui, on a tous envie d'avoir des produits sains, des produits qui sont fabriqués localement, donc on est dans le RSE, c'est important. Et donc demain, ce marquage-là sur les produits va permettre aussi bien aux distributeurs qu'aux consommateurs d'avoir toutes ces informations réunies. Ça sera de la responsabilité de qui? Du fabricant ou du distributeur, ce marquage? Alors, le marquage va être de la responsabilité du fabricant. Du fabricant. Donc, un bon marquage directement sur les lignes de production qui va donc regrouper toutes ces informations. Donc ça sera un QR code dans lequel on aura... Un QR code, tout à fait. Donc, avec une gestion de la donnée derrière, puisqu'il va quand même falloir venir récupérer toutes ces informations depuis les bases de données, donc faire des interconnexions avec ces bases de données pour pouvoir retranscrire ça avec des systèmes de marquage, et donc des marquages automatiques en temps réel sur les produits. Et ça sera effectif quand? À partir de quand? Alors c'est effectif normalement à partir de 2026, si je ne m'abuse. Donc, et ça concerne tous les produits? Et ça concerne tous les produits. Tous les produits de grande consommation. Où en est-on du PDP? C'est le Product Digital, le passeport du produit. Alors, le Digital Link, c'est une sorte de... C'est la déclinaison de ça. De passeport du produit, puisque en fait, ce marquage donc, va avoir la capacité d'avoir un marquage unique du produit. D'accord. Donc, pas juste au niveau d'un lot, mais au niveau du produit. Et donc, à un moment donné, de savoir où est rentré ce produit et où est sorti ce produit. C'est ça, donc le Digital Link, c'est la déclinaison du PDP. J'avais cru comprendre que sur certains produits, c'était déjà cette année que ça allait se mettre en place, notamment pour certains produits comme les batteries, par exemple. Qui ont ce marquage. Ouais. Si vous allez chez certains distributeurs, ces produits sont déjà marqués. Après, d'autres produits, je pense, vont y venir, mais je pense que ça nécessite aussi des investissements côté des producteurs pour venir mettre en place tous ces systèmes de marquage. Et donc, du coup, ça va être une transition, je pense, qui va se faire dans plusieurs années. Plusieurs années, tout à fait. Merci, Jérôme. Une nouvelle question, effectivement. Vous mentionnez le vidéo tracking et la lecture automatisée via les portes de quai. Quelles sont les plus-values concrètes de ces technologies sur la qualité des expéditions et la satisfaction client?
Alors le vidéo tracking, à quoi ça sert précisément? Aujourd'hui, donc chez Barcodis, on a des solutions d'étiquetage, mais ces solutions d'étiquetage ne permettent pas forcément d'assurer le bon, je dirais, tracé du produit jusqu'en sortie de logistique. On parlait de logistique tout à l'heure. Aujourd'hui, on met en place chez certains 3PL, qu'on a cité d'ailleurs, des systèmes de vidéo tracking qui permettent en logistique de venir suivre les produits et s'assurer que ces produits sortent bien par la bonne porte de quai et donc vont bien à destination du distributeur qui a été prévu à la base. Ces solutions de vidéo tracking sont des solutions qu'on installe aujourd'hui dans les surfaces logistiques, mais aussi en logistique de nos clients, je dirais, industriels. Et Pardon, c'est des caméras donc, qui sont fixes ou des caméras qui sont embarquées sur les chariots? Alors, ce sont des caméras qui sont fixes, qui permettent en fait de filmer les gestes métiers. Oui. Et en cas de dévoyé ou en cas de litige, venir par la simple lecture du code barre, retrouver le moment où le produit a été mal préparé. Donc ça vient en accompagnement justement des personnels qu'on peut trouver en logistique, puisque malgré toutes les solutions d'automatisation, il reste quand même beaucoup de personnel pour venir accompagner tous ces produits jusqu'à la sortie des quais. Et donc, par la simple lecture du code à barre, revenir retrouver le moment où le produit a été, je dirais, mal préparé ou où il y a eu cette difficulté. Voilà. Ça, c'est une technologie qui se développe beaucoup en ce moment? Alors, c'est une technologie qui se développe beaucoup, qui se développe par le manque de personnel ou la difficulté à recruter du personnel qualifié dans les plateformes logistiques. Je crois que ça, c'est un dénominateur commun de toutes nos activités. Ces systèmes, en fait, permettent aujourd'hui d'assurer une bonne logistique et puis de s'assurer que le produit va arriver en temps et en heure à sa destination finale, puisque ça fait partie de la rotation des stocks, ça fait partie de la garantie d'avoir des produits livrés en temps et en heure, sans perte de temps, puisqu'aujourd'hui, c'est ce que demande le consommateur. Il veut avoir son produit livré au bon moment, dans la bonne boîte, chez lui. Et... bien sûr. De toute façon, les systèmes de vidéo tracking, c'est aussi de la productivité, tout simplement. Prendre un scan, scanner, c'est 3-4 secondes. Donc, à un moment donné, sur l'optimisation des circuits logistiques, on cherche à avoir du vidéo tracking. Puis, sur une plateforme d'éclatement, on sait très bien, tous sur des grosses plateformes d'éclatement, c'est 30 000 ou 40 000 euros de dévoyés par mois Voilà, ce que sur une plateforme d'éclatement. Ça simplifie aussi la partie SAV, recherche, analyse, et toujours cet éternel litige entre ça vient de la plateforme, ça vient du transporteur, ça vient de la plateforme destinatrice. Là, il n'y a plus de questions possibles. On a le film, la vidéo, la preuve. L'aéroportuaire, quand vous êtes sur produit sous douane. Chez certains clients, la preuve par l'image est même devenue obligatoire. Oui. C'est-à-dire qu'on exige avoir la preuve du produit bien emballé dans le bon carton à destination. Donc il y a cette obligation aussi qui devient pratiquement réglementaire maintenant. Vous avez racheté récemment la société Identique qui est spécialisée, enfin, entre autres, dans la mise en place des balises Beacon. Est-ce que vous pouvez également nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça apporte justement en termes d'optimisation des flux? Alors là aussi, je dirais qu'on est dans l'humain, on est dans l'accompagnement des personnels qui sont dans ces plateformes logistiques pour venir les assister et leur permettre de prendre le produit au bon endroit et de le positionner dans la palette, le carton, qui part dans la bonne destination. Donc tous ces systèmes-là, en fait, viennent accompagner aujourd'hui les personnels en plateforme logistique au bon geste métier. Voilà, donc ça coûte cher ? Non, c'est en plus une solution qui n'est pas du tout coûteuse et qui aujourd'hui en fait évite tout ce qui est litige dont on parlait précédemment. Très bien. Il y a un sujet dont il faut absolument qu'on parle aussi quand on parle de produits de grande consommation, c'est la livraison au client final. C'est donc la logistique urbaine. Comment vous voyez cette évolution et comment l'automatisation justement s'inscrit dans cette logique de livraison urbaine?
On parle depuis plusieurs années maintenant de last mile delivery. Oui. Donc c'est vraiment ça, avec des entrepôts intramuros avancés au plus près des clients pour répondre à la promesse qui est de plus en plus courte. Maintenant, on commande quelque chose sur un site internet et on s'attend à être livré en moins de 24 heures. Voire même en moins de 12 heures dans certains cas. Donc on travaille beaucoup sur l'automatisation justement pour être capable de préparer des commandes le plus rapidement possible avec des délais de départ de l'entrepôt qui sont raccourcis au maximum pour pouvoir assurer cette livraison ultra rapide. Isabelle, Element Logic installe de l'autostore un petit peu partout dans le monde. Oui. Est-ce que dans d'autres pays, vous avez des exemples de réalisation qui justement utilisent cette technologie pour servir au plus près les clients à l'intérieur des grandes métropoles, par exemple? On en a à l'étranger, mais on en a en France aussi, bien entendu, dans tout type d'activité. Donc je parlais de la fourche tout à l'heure. Produits de grande consommation, mais pas que. On a un très joli site dans le domaine de la santé, où là, on a un besoin de livraison client qui est très très important, c'est pour de l'hospitalisation à domicile. Donc quand vous êtes hospitalisé à la maison et que vous avez besoin de recevoir vos prescriptions, le jour J, évidemment, on ne peut pas se permettre de faire une erreur ou d'avoir un retard dans la livraison. Donc on est sur des systèmes où on va demander au système justement une ultra performance avec des délais très très courts et avec une fiabilité sans faille, puisque c'est la vie des patients qui est en jeu. Ouais. Très bien. Sur la logistique urbaine? Si. Alors la logistique urbaine, il y a eu des cas comme Cajou à une certaine époque, qui livraient en moins de 1 heure, demi-heure. C'est des systèmes qui se sont effondrés mécaniquement parce que le fait de mettre un stock trop près du client, ça a quand même des coûts fixes. Il faut des surfaces, il faut du stock, il faut des hommes. Et à un moment donné, il y a quand même une juste adéquation par rapport à ça. C'est-à-dire que la recherche, c'est quand même la recherche d'avoir suffisamment de commandes qui sont agrégées ou agrégées sur le site, entre guillemets, pour le justifier économiquement. Ça, c'est la première chose. Donc, à un moment donné, on est quand même dans un marché qui avait poussé ça très très loin et qui est un petit peu en reflux par rapport à ça, parce que c'est le juste ajustement, entre guillemets. Et il y a une recherche surtout de mutualisation qui est donnée, c'est-à-dire que les marques ont été tout seules par rapport à un point central très proche du client. Ça a été un pont trop loin, comme le film qui a du même titre. Donc il y a un retour un petit peu en arrière sur quelque chose qui est un peu plus en recul et qui va agréger plusieurs clients et plusieurs besoins différents pour pouvoir l'approcher. Il y a quand même une forte tendance maintenant quand même au pick-up point, donc au point de retrait, au détriment un petit peu de la livraison à domicile. C'est une tendance qu'on retrouve effectivement chez les commerçants. Thierry, sur les pick-up. Thierry, vous observez cette tendance? Oui, absolument. En fait, la mise à disposition du colis client dans un système rapproché de ce client, notamment des centres de retrait au milieu des grandes villes. Moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est donner cette bonne visibilité en fait, des statuts logiques et d'avancement du colis dans sa préparation et dans sa livraison. Ce qui permet de fidéliser le client dans le sens où il est informé de chacun des statuts en fait, d'avancement de son colis et il est rassuré jusqu'au moment où il va recevoir son SMS pour lui dire écoute, voilà, ton colis est à disposition pour retrait. Voilà. Je pense que... Je suis plutôt d'accord, je partage cet avis, il y a une vraie tendance non plus à je veux mon colis tout de suite, mais je veux savoir où il est. Ça rassure plus. Bien sûr. Quitte à attendre 1, 2, 3 jours de plus, mais de savoir l'avancée, mon colis. Puis par contre, quand je dis qu'il arrive, il est là. Il est réellement là. Il est prévu. Ça, c'est une vraie tendance. C'est toute la crédibilité. Et sur la logistique urbaine, on parle du last mile, effectivement, mais on est sur l'un des postes de coût les plus chers de la chaîne de distribution, le dernier kilomètre. Donc tous les enjeux, c'est comment on mutualise pour partager la valeur, partager les coûts, suivant si on veut s'adresser au B2C, donc client final directement, si on veut rapprovisionner des magasins. On sait que les centres-villes, même de villes de taille moyenne ou petite aujourd'hui, les maires, enfin, le côté politique, on est obligé d'en parler, ne veut plus de camions de livraison dans ces centres-villes, ne veut plus de livreurs, mais il veut son produit. Donc il y a un point d'équilibre à trouver
qu'il n'est pas encore trouvé, en tout cas pour moi, de ma tendance. Il y a des idées, il y a beaucoup d'idées qui sortent, que ce soit côté acteur immobilier, côté acteur de l'intralogistique, de la traça. Mais il reste, mais même aussi côté politique, administratif, il y a un point d'équilibre à trouver qui correspond bien. Puis informer aussi l'utilisateur final, qui se rende bien compte que quand il clique sur son site internet ou quand il se dit il faut que j'achète ça, que derrière il y a toute une chaîne qui se met en mouvement pour pouvoir lui garantir que son produit il est bien là, la bonne référence, au bon moment, au bon endroit. Et ça, peu de gens le savent, donc derrière, ça complexifie beaucoup. C'est tout l'intérêt en fait, de la mutualisation des grandes enseignes auprès d'un 3PL qui peut éventuellement assurer ce dernier kilomètre en optimisant ses tournées de par différentes enseignes au sein de son activité logistique. Oui, mais pour autant, on n'en voit pas beaucoup. Alors effectivement, ça ne se développe pas comme on Moi, aurait je pu pensais l'imaginer. aussi, j'étais de ceux qui pensaient qu'effectivement, les 3PL allaient prendre ce sujet à bras-le-corps et être justement l'entité qui allait fédérer un petit peu tout le monde pour distribuer en centre-ville, mais ça n'a pas l'air de se développer. Non, c'est du risque management, ça. Oui, c'est du risque management. C'est-à-dire que quand vous prenez une surface, vous signez un contrat de 3 ans avec votre client, vous avez une belle plateforme de 5000 m² qui vous coûte 80 € à l'année, globalement, pour faire simple. Si votre client vous quitte, ce que vous attend votre direction générale, c'est que le jour où on vous quitte, le lendemain, vous avez un nouveau dossier à l'intérieur. Personne ne va supporter d'avoir 1 ou 2 mois de disponible à l'intérieur. Donc, à un moment donné, ça nécessite donc forcément des très longues tractations et des associations. Donc, ça peut se regarder dans le cadre de grandes familles, par exemple la famille Mullier, parce que ça a plusieurs enseignes, entre guillemets, Bourriez, etc., etc. Ça peut se regarder comme ça, mais c'est pas si évident que ça. Il y a quelques années, un cabinet qui était à la fois immobilier et supply chain, chez qui j'étais, avait réfléchi à cette proposition de proposer des grands pôles logistiques urbains avec activité mutualisée de plusieurs enseignes, donc mettre un prestataire. Concerto le fait également avec son système, là, le Louvade, je crois, le mémoire. Enfin, il y a beaucoup essayent, mais comme dit Yann, côté client B2B, un client professionnel, c'est compliqué de se dire voilà, mon stock est mutualisé avec un concurrent. Et en plus, il y a les enjeux, effectivement, pour celui qui propose la solution, des enjeux financiers. Si, à un moment donné, je perds 1, 2, 3 clients, comment je finance cet entrepôt qui est au plus près de la ville et qui coûte, du coup, par essence, 3 fois plus cher qu'un entrepôt en pleine campagne. Voilà. Contre-exemple, c'est la Galerie Lafayette. La Galerie Lafayette, c'est un prestataire logistique. Il fait tous les stocks qui sont à l'intérieur de son magasin appartiennent à la marque. Le personnel qui est de vente appartient à la marque. Donc, ce qu'il offre, c'est sa chaîne logistique. Amazon aussi. Mais c'est son enseigne. C'est son enseigne. Mais c'est son enseigne. Et il touche à... Voilà. Exactement. Ce qu'il propose, c'est des surfaces de vente. C'est ça, en centre-ville. Alors, a-t-on d'autres questions, Jérôme ? On a pas mal d'autres questions, effectivement, Jean-Philippe. On peut revenir sur un point d'identification. Donc, quelle place pour l'identification automatisée dans les environnements robotisés ou semi-automatisés, que ce soit les AGV, les trieurs, les convoyeurs ? Vaste question pour Arnaud. Une place centrale. Vaste question. Donc, aujourd'hui... Barcodis met en place donc, des systèmes d'impression dépose d'étiquettes automatiques, que ce soit sur des palettes ou sur des colis. Donc aujourd'hui, notre métier, c'est d'assurer que le produit est étiqueté conformément à l'endroit où il va être stocké ou l'endroit où il doit être expédié. Donc ça, c'est notre plus grande préoccupation aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui... on a de plus en plus de difficultés à mettre en place toutes ces solutions parce qu'on a une diversité aujourd'hui des façons que l'on a de nous présenter les palettes ou les colis. Donc ça peut être grâce à des systèmes automatisés ou manuels. Donc ça fait appel à de l'humain ou ça fait appel à de l'automatisation. Chez nous, notre métier, c'est de venir répondre à toutes ces problématiques. Mais au final, comme on dit toujours, c'est toujours une étiquette posée sur la palette ou sur le colis pour que le produit puisse être acheminé au bon endroit. Donc, en tout cas, pour nous, c'est notre travail de tous les jours. Donc l'automatisation et la robotisation, ça ne change rien. Les basiques sont les mêmes. Derrière, il y a de la mécanisation et il y a de l'informatique.
c'est justement la jonction de cette mécanisation et de cette informatique. Donc autour de nous, on a des gens qui sont dans la mécanisation, dans la robotisation, mais tout ça, aujourd'hui, ça fait partie de notre monde. On parle ce langage-là, mais tout ça, c'est centré autour d'une chose qui est la data, qui est l'information qui est positionnée sur le produit, que ce soit sur l'UVC, que ce soit sur le carton ou que ce soit sur la palette. Et donc, je dirais que nous, acteurs de la traçabilité, on est au centre de tout ça, avec ses confrères avec qui on travaille tous les jours pour venir s'associer. Jérôme ? Oui, effectivement, une question aussi un peu plus large. Les enjeux RSE deviennent incontournables et quelles sont vos solutions dans ces domaines ? Alors, On part pour une heure. Qui souhaite répondre ? Oui, il y a plusieurs pans sur la notion de RSE. Il y a évidemment la notion du personnel, il y a aussi la consommation énergétique. Il y a des éléments qui sont quelque part un petit peu schizophréniques ou assez antithétiques. C'est-à-dire que plus on génère de la data, plus ça consomme de l'énergie. Il ne faut pas l'oublier. En contrepartie de quoi, on a, en tout cas l'automatisation, si vous préférez, consomme aussi de l'énergie, mais de moins en moins. Parce que ça s'améliore de jour en jour, et surtout il y a des solutions de plus en plus qui sont mises en avant, d'auto-alimentation en tout cas des systèmes, avec des panneaux solaires sur la toiture, ce genre de choses, qui fait qu'in fine on essaie d'avoir des empreintes carbone qui sont plus ou moins neutres. Ensuite, derrière, il ne faut jamais oublier, et c'est un vrai sujet de discussion, en tout cas c'est mon dada par rapport à ça, c'est-à-dire que quand vous avez des êtres humains, ça consomme de l'eau, ça consomme de la nourriture, ça consomme, etc. Donc si vous préférez, sur la dépense énergétique dans un entrepôt, voilà, moins de gens dans un entrepôt et moins ça consomme d'énergie, in fine. Mais bon, ça c'est autre chose. J'ai envie de poser la question différemment. Est-ce que, il y a 2-3 ans, on parlait beaucoup de RSE. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on en parle un petit peu moins dans la grande distribution et que le sujet de la marge, auquel faisait allusion tout à l'heure Benjamin, est beaucoup plus prégnant aujourd'hui que justement ces sujets de RSE. On a eu des inflations qui ont été relativement importantes sur les prix. Bon. Le temps que les grands distributeurs se réadaptent en politique d'achat, avec leurs fournisseurs, se rapprochent d'eux, etc., ils ont été sujets à des violents à-coups financiers. Et le but même de l'EPGC, c'est la marge faible. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que les grands distributeurs historiques, les Leclerc, les Carrefour, les Auchan, etc., faisaient de la marge sur des produits qui étaient le média, qui étaient autres que la nourriture. Beaucoup. Et qui ont été très gravement mis en concurrence par l'apparition de nouvelles marques qui sont spécialisées là-dedans. Exemple typique, Action, par exemple. Action, quand vous regardez ce qu'achètent les gens chez Action, ils achètent du bricolage, ils achètent de la bagnole, ce genre de choses. Voilà. C'est-à-dire que, et du dépêche, l'hygiène et beauté, sur lequel il y avait des marges qui étaient. Donc, ce qui fait qu'in fine, les grands distributeurs historiques se retrouvent contraints sur la partie nourriture, sur laquelle il y a des marges qui sont encore plus faibles. Donc, et ça fait qu'à un moment donné, ils sont obligés, pour pouvoir investir, se développer, de pouvoir redégager des marges. Et donc, à un moment donné, il y a une notion de sacrifice qui est faite. Par contre, en contrepartie, de quoi ? In fine, comme le faisait remarquer Thierry tout à l'heure, il y a quand même des taux d'absentéisme qui sont de plus en plus importants sur les plateformes logistiques. À un moment donné, sur la valorisation il faut faire en sorte que les collaborateurs reviennent chez vous. Donc, à un moment donné, il y a quand même cette notion stratégique derrière qui fait qu'il y a quand même une notion de conserver l'attractivité des métiers de la logistique. Et donc faire des efforts à ce propos-là. C'est capital en tout cas dans les études qu'on peut faire, et c'est quand on étudie des dossiers, effectivement, donc il y a des systèmes automatisés, mais il y a aussi des hommes et des femmes à côté. Et nous, on a des études à 360 degrés qui prennent justement en compte cette notion bien-être au travail. Bien-être au travail, oui, aménagement des postes de travail. Quand on passe sur un aménagement good sous personne, par exemple, on sait qu'une personne, on ne peut pas la laisser pendant 7 heures devant un poste de travail à prendre des colis, mettre des colis, prendre des colis, mettre des colis.
colis parce que voilà, on transforme finalement le TMS plutôt en problème psychique, quoi. Donc, voilà, donc il y a une notion de rotation, de formation, d'accompagnement des gens aussi, et ça c'est quelque chose qui est capital. Et on parle justement du fameux 5.0, la prise en compte de la partie RSE dans les organisations. Et aujourd'hui, on voit que de nombreux fournisseurs du marché proposent des aménagements, facilitent les interfaces aux machines, facilitent justement ces postes de travail, des tapis anti-fatigue, des choses comme ça. Donc voilà, en tout cas, je pense que nous, on le prend en compte quand on fait nos études, effectivement. La RSE n'est pas disparue du langage, elle a juste été intégrée dans les réflexions globales de manière complètement transparente maintenant. On parle de mécanisation. Aujourd'hui, ça a été prouvé, on a suffisamment d'historique. Les chargeurs, les entreprises qui ont mécanisé, par exemple, quel que soit le secteur d'activité, ont constaté quand même un taux de rotation qui a été affaibli de leurs effectifs. Il y a un maintien des salariés parce que conditions de travail, parce que rotation des postes, parce que variation, parce que évolution qui ont permis ce type de techno. Mais on parle aussi de WMS, enfin on ne parle pas que du physique, on peut aussi, je parle vraiment au global. Et ça a beaucoup aidé à améliorer ces conditions-là. Donc elles sont plus induites maintenant. Par contre, reste l'aspect plutôt environnemental. Là, effectivement, le contexte géopolitique, économique actuel fait que les entreprises, les enseignes sont obligées d'abord font tout ce qu'il faut pour survivre, plus que d'aller chercher à optimiser. Je prends un exemple concret, des schémas directeurs de réseau de distribution, des équations de transport qu'on peut faire. Il y a quelques temps, on nous demandait toujours une ligne dans les critères de sélection de conception, le bilan carbone de mon réseau de camions. Bon, cette ligne-là disparaît un petit peu, on regarde surtout l'économique maintenant. Alors, si, on le regarde quand même, c'est obligé, mais c'est surtout l'économique. C'est vouloir aller sur toujours plus de RSE, d'écologie, c'est bien, mais à un moment donné, on sait qu'on n'est pas encore assez mûr sur les innovations, sur les évolutions, sur les organisations, pour aller de faire du 0 à 100 sans passer par des étapes intermédiaires. Voilà, sur ces trucs. C'est encore en mutation. Comme c'est encore en mutation, ça sert à quoi d'investir sur quelque chose qui est encore en mutation et qui va sans doute technologiquement changer dans 6 mois, 1 an, ce genre de choses. Et donc il y a quand même une mise en retrait, une attente qui est faite par ces personnes-là. Une mutation permanente. Ouais. Qu'est-ce que l'IA va changer dans vos métiers? Est-ce que vous avez déjà une vision, un aperçu des grands changements, des grands bouleversements qui vous attendent dans la manière que l'IA va transformer votre manière de travailler? Enfin, je sais pas, Thierry. Je pense que l'IA, en fait, tout l'enjeu, c'est un bon pilotage, d'accord? Donc ça va améliorer, en fait, et optimiser les flux logiques, dans un premier temps. Par exemple, la répartition entre les commandes sur stock et les commandes e-commerce. La structure de la commande évolue sans cesse, puisque en fait, cette répartition ne cesse de diminuer ou d'augmenter, mais plutôt d'augmenter dans le sens de l'e-commerce. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'IA sera capable de prendre en compte ces fluctuations de structure de commande pour optimiser les flux logiques et assurer une préparation fluide et optimisée, par exemple. Elle permettra également de dire quel est mon encours. Alors là, on est plus au niveau peut-être WMS, mais aussi WCS. Quel est mon encours? Quelle est ma charge de travail dans mon portefeuille? Et elle sera force de proposition sur le déploiement des ressources en adéquation avec la charge de travail, en prenant en compte les cut-offs, les départs camions, par exemple. Elle sera aussi force de proposition sur les paramètres associés à un démarrage d'activité sur la base de data pour orienter le type de solution technologique qu'on a déployé au regard des besoins. Ça repose sur une analyse complète des données d'entrée, mais la vérité du terrain évolue en fait en permanence. Donc elle sera capable de dire attention, vos paramètres de départ ne sont plus en conformité avec ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc revoyez, je suis force de proposition pour vous proposer tel paramètre pour coller à la réalité du terrain. C'est ce genre de choses sur quoi en fait on travaille aujourd'hui. Ouais. Isabelle, c'est... Oui, on parle d'IA. Alors vaste sujet, on parle de machine learning aussi, où on apprend au fur et à mesure de l'utilisation des systèmes à l'utiliser de mieux en mieux.
On a des systèmes de caméra aussi sur les systèmes qui nous permettent de visualiser comment prendre un produit le mieux possible, comment le placer le mieux possible dans l'emballage. Bon, ça fait partie des nouvelles technologies qui sont utilisées par tous. Ouais. Mais qui ne vont pas révolutionner l'activité logistique en tant que telle. Elle va permettre de gagner encore plus de réactivité, mais ça chiffre en pourcent. C'est un accélérateur. C'est un accélérateur, voilà, c'est une centralisation de la data. Mais ça ne va pas révolutionner, en tout cas, à ce niveau-là, l'activité, la supply chain, en tout cas, de ce point de vue-là. Parce qu'une IA ne pourra jamais prédire une guerre en Ukraine, une guerre au Moyen-Orient et ses impacts derrière. Elle pourra donner des tendances. Ça permettra peut-être d'être plus réactif, plus... Bien sûr, c'est ça. Ça va gagner encore en activité, mais... Ça peut faciliter les échanges d'informations end-to-end. Tout ce qui est VMI, donc tout ce qui est partage de niveau d'inventaire, etc. Avec notamment la mise en place de tiers de confiance, puisque je suis producteur, je n'ai pas envie de donner à mon client mon niveau de stock, mes matières, mes capacités restantes de production. Et donc je passe par un tiers de confiance qui, lui, va analyser les besoins des différents clients et va donner des préconisations justement de manière très rapide avec l'interprétation des données. Mais ça reste basé sur de la data et c'est pas une boule de cristal en fait. Est-ce que ça risque pas de bouleverser les flux entre des flux tirés, des flux poussés et d'avoir justement un côté prédictif des flux, savoir, tiens, sur telle saisonnalité... Et ça existait déjà, il y avait déjà des outils qui existaient pour faire ce genre d'analyse. Donc l'IA va permettre de centraliser, de mixer un APS avec un WMS, un TMS, et d'aller chercher les datas qui vont bien au bon endroit, donc gagner en réactivité encore. Ça, on est complètement en phase. Par contre, le prédictif de ce qui peut se passer en exogène, ça reste un IA, ça reste un puissant algorithme. C'est pas une vraie IA au sens science-fiction du terme. Je pense que c'est plus un accompagnement, une facilité de traitement à travers un écosystème flux logique, multisource. Exactement. Donc, voilà, WMS, WCS, etc. Et être force de proposition sur un accompagnement vis-à-vis en fait de l'ordonnanceur. Par exemple, sur les flux physiques, tout comme dans le cadre de la supply chain, sur la partie achat. Avoir une bonne visibilité de ce qui s'est passé au niveau des appros au regard des consommations, du consommateur, et être force de proposition pour dire c'est là où il faut appuyer. Et est-ce que ça ne va pas obliger justement à avoir une vigilance particulière sur la data, sur la qualité de la data? Bien sûr. Ça fait des nouveaux métiers très clairement en logistique. C'est justement ces bases de données qui doivent être renseignées aux petits oignons et vraiment de manière très fine. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce qui est compliqué c'est ça. Ce qui est toujours compliqué. Il faut quand même être assez clair là-dessus. D'où ça fait rebondir sur la transition avec l'intérêt de la bonne lecture des colis sur une chaîne mécanisée pour justement exploiter correctement. D'où la nécessité d'avoir à la base une bonne capture de la donnée, une bonne transmission de la donnée pour avoir une bonne information pour ressortir cette bonne information de l'autre côté. Mais il y a une approche, ce qui est l'avantage, c'est qu'il y a une approche presque universelle à ça, c'est-à-dire que quelque part les producteurs, parce que tout part du producteur en réalité, va être de plus en plus obligé de le faire parce que l'intégralité de ses clients sont en train de le demander en même temps. C'est-à-dire que, vous voyez, la discussion qu'on a sur l'IA, ça concerne tout le monde. Et tout le monde. Donc, à un moment donné, il y a quand même une pression marché par rapport à ça. Et du coup, ça ne devient pas une exception. Une exception où vous pouvez dire, bon, je retarde un petit peu les choses, je sais pas, c'est pas obligatoire, on va dire ça comme ça. Maintenant, ça va devenir obligatoire. Donc, comme ça devient obligatoire, tout le monde va rentrer de la donnée propre et de plus en plus propre. Peut-être une toute dernière question, Jérôme? Alors effectivement, une dernière question un peu décalée, mais je ne peux pas résister à l'envie de vous la poser, vu que c'est la dernière table ronde avant l'été. Dans une chaîne logistique idéale, l'ornithorynque, mi-mammifère, mi-oiseau, mi-incompréhensible, aurait-il sa place en tant que modèle d'optimisation ou serait-il l'exemple parfait de ce qu'il faut éviter? Alors, qui est le spécialiste des ornithorynques? L'ornithorynque est un animal extrêmement ancien. Donc, sa longévité prouve éventuellement le fait que sa constitution et la façon de faire les choses lui permet de survivre sur les airs. Voilà. Bon, je pense que ce sera le mot de la conclusion, le mot de la fin. En tous les cas, merci d'avoir terminé sur une question un peu décalée, effectivement. Merci, en tous les cas, un grand merci à vous six. C'était aujourd'hui une table ronde
spécial avec 6 intervenants. Merci bien sûr de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous, donc c'était la dernière table ronde de la saison, nous vous donnons rendez-vous le 9 septembre maintenant pour une toute nouvelle table ronde qui aura pour thème choisir un nouveau WMS et migrer vers le mode SaaS. Donc ça sera le mercredi 9 septembre. Notez tout ça sur votre agenda. Encore un grand merci. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Bonnes Merci vacances. Merci Geoffrey. Au revoir. Merci. Au revoir.